Salut l'équipe, en ce mercredi 7 décembre, nous vivons le premier jour de Coupe du Monde sans match et c'est terrible. On s'ennuie énormément, donc pour essayer de faire passer l'ennui, on se fait cette belle preview des quarts de finale de la Coupe du Monde. Beaucoup de belles affiches et surtout notre équipe de France qui va devoir jouer contre l'Angleterre. Ce sera samedi à 20h et on sera en direct comme toujours sur Twitch pour débriefer, on espère, la qualification de nos Bleus. Pour faire cette preview, je suis entouré de méga sûrs. On a beau chouette. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va bien, sûr? Ouais. C'est chaud? Tu te prépares de ces quarts de finale? Je suis très excité par ces quarts de finale. C'est des grands matchs, c'est des grands moments là. On est mercredi, c'est que samedi. On a déjà l'impatience, la petite boule au ventre et tout. Fuck you England! Fuck England! Absolument. Toi Manu, t'es un peu éclaté d'esprit, mon ami. La peur du vide, c'est un peu ce que tu as dit. La peur du vide parce que là déjà, il n'y a pas de match jusqu'à vendredi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu l'as très bien exprimé. Et la peur du vide parce que je me dis, mince, si on sort de cette Coupe du Monde samedi, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin du mois de décembre? Que va-t-on retenir aussi également, etc., etc. Mais écoute, non, franchement, excité comme un malade. Et c'est le genre de sensation qu'on a rarement au mois de décembre, parce que généralement, tout va bien pour le PSG et on attend de voir ce qui va se passer au mois de février. Donc je suis très content quand il y a eu cette Coupe du Monde d'hiver. Cette sensation, je l'ai tous les week-ends quand l'OM joue. Chacun ses problèmes. Donc on le disait, hein, pas de match aujourd'hui, pas de match demain, jeudi. On vous mettra une preview des autres quarts de finale, les 3 autres quarts de finale. On prendra le temps de donner aussi nos pronos, comme toujours, pour voir si certains d'entre vous caressent bien la boule de pétanque qui sert à Madame Irma pour aller déceler les futurs résultats. Madame Irma, sponsorisée par Au But, hein, c'est bien connu. Absolument. Et le cocholume. Absolument, terrible. Terrible Coupe du Monde, puisque 18 jours de match, 52 matchs de suite, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Jérém qui me disait ça. Il ne reste plus que 10 rencontres jusqu'au 19 décembre. C'est passé très très vite, trop vite. Il ne reste que 10 rencontres. Après, c'est les 10 meilleures rencontres qu'on puisse imaginer. Donc on va quand même se régaler ensemble, que ce soit sur TF1 ou sur beIN Sport, pour ceux qui ont le câble. On se projette tout de suite, les gars, tout de suite dans la bataille de ce France-Angleterre, samedi 20h, et on va regarder ensemble les forces et faiblesses des deux équipes. D'abord l'équipe de France, allons-y direct, j'ai envie que vous me disiez ce que vous en pensez, messieurs. Regardons la fiche de l'équipe de France, avec donc cette victoire contre la Pologne 3-1, le joueur de la Coupe du Monde, le joueur à suivre pour les Bleus, c'est bien sûr Mbappé avec ses 5 buts, meilleur buteur de la compète. On vous a mis des forces et des faiblesses, et on va y revenir doucement mais sûrement. Déjà, mon cher Manolo, écoute, est-ce que l'équipe de France est favori dans ce match, d'après toi? Alors oui, l'équipe de France, elle a le statut de favori. Maintenant, pour moi, ça reste du 50-50. T'es favori parce que t'es champion du monde. T'es favori parce que, quelque part, les derniers matchs contre l'Angleterre, même s'il n'y en a pas eu des masses sur ces 10 dernières années, ont souvent vu l'équipe de France s'imposer, et notamment en compétition internationale, même si on restait, je crois, sur un nul lorsqu'on les avait croisés à l'Euro 2012. Mais oui, t'es favori parce que tu as validé certains acquis. Pour le moment, t'es bien rentré dans ta Coupe du Monde. Tu l'as dit, l'attaque fait peur, la solidité, l'esprit de cette équipe de France fait peur un petit peu au monde entier. Maintenant, c'est du 50-50 et on y reviendra parce que quand tu regardes un petit peu cette équipe d'Angleterre, tu vois qu'il y a du talent à tous les niveaux et tu vois aussi également que cette sélection monte en puissance depuis la dernière Coupe du Monde en 2018. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt favori, comment tu le sens? Comment tu abordes tout ça? Moi, je suis comme Manu, plutôt je vois du 50-50. Après, on a la meilleure attaque de la Coupe du Monde pour moi. On a avec le Brésil. On a le meilleur joueur de la Coupe du Monde avec le Brésil. Et je suis plus inquiet un peu sur le côté solidité. On l'a mis en atout. Moi, je trouve qu'on n'a pas été réellement mis en danger depuis le début de la compète. Et le peu de fois où on l'a été face à des équipes moyennes, sans leur faire offense, j'ai trouvé que malgré tout, on a plié, pas rompu, mais on n'était pas loin de rompre. Donc là-dessus, j'ai un peu plus de doutes. Et puis on l'a vu après. Mais je reste persuadé qu'en étant champion du monde, avec cette attaque-là, ça va être à nous à imprégner le rythme. On joue quand même contre une équipe qui, depuis 1966, est dans la peau d'un loser. Et on sait que c'est jamais simple de se sortir de ce costume-là. Nous, on avait réussi à le faire en 98. Les Anglais attendent encore de le faire. On va regarder ensuite les confrontations ensemble parce que c'est intéressant. Avec Tom, on allait chercher tout ça. On va regarder la fiche de l'Angleterre et puis on ira plus loin sur les forces, les faiblesses et bien sûr les 2-11. Regardons leur fiche. Ils ont battu le Sénégal 3-0 en 8e de finale. Un crève-cœur pour les Sénégalais au vu de leur match. On a mis comme joueur à suivre bien sûr Jude Bellingham qui éclate de son talent. Du monde. En yeux, en bleu, Bellingham. Ça marche complètement. On est un peu comme ça dans cet état-là quand on le voit jouer en même temps. Et les Anglais sont d'accord avec nous. On a mis quelques forces et faiblesses. Le milieu, bien sûr, et Bellingham en est le meilleur exemple. L'expérience, parce que mine de rien, une demi-finale de Coupe du Monde en 2018.
une finale à l'Euro chez eux perdue, ça rappelle un peu les Français d'ailleurs, et donc un nouveau quart de finale pour Southgate et ses hommes. Et dans les moins, on a mis Southgate et Kane dans les grands rendez-vous, mon Manolo. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe d'Angleterre? Eh bien écoute, c'est peut-être l'équipe qui peut nous faire le plus de mal par rapport justement à nos faiblesses. On sait que sur les côtés, ça va très vite, notamment avec un Phil Foden, moi que j'ai trouvé extraordinaire contre le Sénégal. Harry Kane qui a marqué qu'un seul but sur cette Coupe du Monde, qui était le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, mais quelque part il est très important dans le jeu parce que on parle souvent du numéro 9 du buteur Harry Kane. Là, moi j'ai plus l'impression d'avoir un 9,5-10 qui n'hésite pas à dézonner pour justement libérer les espaces sur les côtés et organiser surtout le jeu offensif de son équipe. Bellingham, franchement, c'est l'énorme coup de cœur depuis le début de la saison, pas uniquement sur cette Coupe du Monde. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Tu disais dans les moins, Southgate, moi pour moi, alors, c'est peut-être un avis à contre-courant, j'aurais l'impression de dire, enfin, je serais tenté de dire, c'est peut-être un plus, parce que l'énorme problème, et t'en as parlé Erwan, l'énorme problème historique de l'Angleterre, c'est la gestion de la pression. Et aujourd'hui, t'as un mec qui est un paratonnerre, qui s'appelle Gareth Southgate, qui est critiqué partout, même en Angleterre, et ça retire peut-être de la pression à certains joueurs, et à une équipe aussi, on se rappelle de 98 avec Aimé Jacquet, qui avait été le paratonnerre justement de l'équipe de France. Je me demande si Southgate n'est pas le paratonnerre de cette équipe d'Angleterre, à voir les choix de compo qu'il va faire aussi également en vue de samedi. On aura l'occasion d'en reparler, je crois, un peu plus tard. Erwan, cette équipe d'Angleterre, est-ce que tu as aimé ce début de compétition pour eux? Ce début de compétition, j'étais un petit peu déçu sur les premiers matchs, puis il y a eu une vraie montée en puissance. Je pense que aussi psychologiquement, ils sont très attendus en Angleterre. On sait que cette génération est amenée à gagner un grand titre. Ça aurait dû presque être le cas il y a 2 ans à l'Euro à domicile. Et aujourd'hui, ils sont clairement dans la liste pour gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, on sait qu'en Angleterre, il y a une grosse pression et une attente qui date depuis 1966. Donc je peux comprendre le début de compétition un peu moyen. Par contre, maintenant, on a vu face au Sénégal que cette équipe-là, elle était sur les rails pour aller jusqu'à la finale et remporter, pourquoi pas, le titre. Maintenant, la pression, moi, je vois la première mi-temps de la finale de l'Euro, je vois la deuxième mi-temps. Ouais. Il s'est passé 2 ans depuis, mais j'ai toujours une vraie interrogation sur les grands matchs, les grands rendez-vous de cette équipe-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer au travers. Mais s'il y a un partout, et qu'il reste 10 minutes, je sais que pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Je ne vais pas les condamner, mais ça reste un point d'interrogation quand en face, l'équipe de France a un vécu collectif pour un supérieur. Tu as raison de dire ce que tu dis. On pourrait aussi se dire à l'inverse qu'il y a le vécu, le fait d'avoir perdu une finale à domicile. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut faire évoluer les mentalités. Et il y a un truc, tu sais, dont on avait parlé, je crois, il y a maintenant 4 ans ou 5 ans dans la classe foot. Tu sais, une fois, j'avais défendu l'avis que la Première Ligue n'était pas le meilleur championnat du monde. Je me suis bien évidemment trompé et vous le saviez, bien sûr, vous chez vous. Ouais, la honte, bien évidemment. Mais tu sais, c'était. Que le national était mieux que la Première Ligue, c'était quand même. Ça, c'était un peu tiré par les cheveux. C'était un peu tiré par les cheveux. Mais trop de temps de prosélytisme. Mercadal pourrait reprendre Newcastle d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'était à l'époque où tu avais les premiers techniciens étrangers qui arrivaient justement en Première Ligue. Et je me demande si ça peut pas être un bien pour cette génération anglaise qui a appris à côté des clubs. Alors pour certains, ça remonte même à beaucoup plus longtemps. On peut remonter jusqu'à Arsène Wenger pour des mecs même qui sont dans le staff. Mais tous ces techniciens étrangers sont arrivés avec une autre culture, d'autres méthodes. Peut-être que ça peut aider aussi ces garçons-là. Et puis Bellingham, on en parlait. Ne joue pas en Angleterre. Il y en a certains qui jouent. Alors c'est très rare et très minime. Mais il y en a certains qui sont allés aussi dans d'autres championnats. Et peut-être que tu es façonné différemment et que tu peux être un peu moins imperméable, on va dire, à cette pression-là. C'est des points d'interrogation. Pour le moment, on n'a pas de certitude. En tout cas, le parallèle est réel entre l'équipe de France, sa Coupe du Monde 2014, le quart de finale contre l'Allemagne, la finale perdue au Stade de France, on s'en souvient tous avec les moustiques fous, et la victoire en Coupe du Monde. Donc on n'est pas encore au point de dire que les Anglais sont les favoris de cette Coupe du Monde, mais en tout cas, il y a un réel parallèle. Regardons ensemble les confrontations de ces 2 équipes, puisque ce sera la 6e confrontation qu'on aura face aux Anglais dans une grande compétition, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde. Erwan parlait de 1966, le seul titre de cette équipe d'Angleterre, donc on s'en souvient bien sûr, champion du monde. En 1982, une défaite 3-1. À l'Euro 92, 0-0. Tu t'en souviens de ça, Erwan? Ouais, honteux match. Honteux match, on est d'accord. Allez, pour la France, ça va être une catastrophe, l'Euro. Ouais. Une catastrophe de l'Euro, absolument. L'Euro 2004, on s'en souvient bien sûr, les 2 buts de Zizou, le coup franc, le péno de KMT James sur Thierry Henry et le péno de Zizou avant de vomir, bien sûr, on s'en souvient tous. Et en 2012, le fameux chute de Samir Nasri. Voilà 2 équipes, en tout cas, qui ont l'habitude de se rencontrer dans les grandes compétitions, mais on a l'impression qu'ils ont un léger avantage sur nous, en tout cas historique. Je vais rajouter une petite stat quand même, c'est que donc on a joué les Anglais 41 fois.
dans l'histoire. 11 victoires, 6 matchs nuls, 24 défaites. Ce qui s'explique puisque on joue contre les Anglais depuis 150 ans. Exactement. Et qu'il y a 100 ans, on se faisait botter le cul par les Anglais. Et je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé guerre franco-anglaise. Alors on référence dont la guerre de 100 ans, mais plus de 30 conflits. On est combien? Donne-moi les stats. Combien de matchs nuls? J'ai pas les stats, mais il y a beaucoup de morts en tout cas. Il y a beaucoup de morts. C'est aussi pour dire que c'est un match particulier, parce que c'est des mecs avec qui on se frite depuis le Moyen-Âge. Et on se frite surtout au rugby, donc c'est bien d'aller se rencontrer sur un autre sport. Non mais sans déconner. On se souvient aussi qu'en 2017, il y a eu un France-Angleterre au Stade de France, et Dembélé, enfin jeune Dembélé et jeune Mbappé avaient été exceptionnels dans une victoire 3-2. Harry Kane avait marqué un doublé lors de ce match-là. Donc voilà, il y a beaucoup de... il n'y a pas d'animosité en tout cas entre les joueurs, mais autour des supporters et tout ce qu'il y a autour, c'est un vrai classique du football. Et puis tu as beaucoup de joueurs qui ont joué en Angleterre, tu as beaucoup de joueurs encore français qui jouent en Angleterre, donc forcément au sein des clubs, tu sais ça. Est-ce que ça peut pas rappeler un peu, allez en tirant par les cheveux, mais le France-Italie de 98, tu sais, où il y avait quelque part certains mecs qui savaient qu'ils allaient retourner en Angleterre et qui n'avaient pas envie de perdre ce match-là parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire chambrer après pendant des années et des années. La différence avec France-Italie, c'est qu'il y avait vraiment l'ADN Italie dans l'équipe. Complètement, dans l'équipe. Là, il n'y a tu pas n'as pas, c'est vrai, dans cette équipe de France, tu as raison. Peut-être qu'il y a des mecs bilingues, hein, peut-être, mais à part ça... Pas sûr quand même. Fekir n'est pas sélectionné. Donc mais le truc aussi que tu peux te dire quand tu regardes un peu l'historique, c'est que si tu mets de côté 66 et 82, parce que bon, c'était une autre époque, dans l'ère moderne, on voit bien qu'en compétition internationale, c'est quand même des matchs très serrés. À voir justement, est-ce que ça va être un match plein de buts, genre le 4-3 de l'Argentine, ou est-ce que ça va être un match beaucoup plus serré en 0-0, 1 partout, 1-0 ou 2-1? Moi, j'opterais plus pour la deuxième possibilité par rapport à l'aspect tactique sur lequel on va revenir tout à l'heure. Ce sera le premier France-Angleterre dans un match à élimination directe. Ça, c'est ouf. Et ça, c'est une fête de stats. De l'histoire. De l'histoire du monde entier, de l'univers. Allons maintenant sur la tactique. J'ai envie de vous entendre là-dessus. J'ai envie de connaître vos clés de ce match-là. On va regarder ensemble le 11 que va proposer Didier Deschamps. On est tous persuadés qu'on va démarrer avec le 11 attendu. Donc Lloris, bien sûr, une défense à 4, Théo Hernandez et Jules Koundé dans les côtés, Upamecano, Varane, bien sûr, pas Konaté, a priori, Rabiot, Tchouaméni, même si Tchouaméni est vraiment en sentinelle avec une pointe basse, Rabiot plutôt sur sa gauche, c'est Griezmann en 8 maintenant, puisqu'un 4-2-3-1, Dembélé, Mbappé, Giroud, Manu. On se dirige vers ça, Didier Deschamps va pas changer ses plans. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Quand tu connais Deschamps, tu sais qu'il va partir avec cette équipe-là. Maintenant, les amoureux du foot que l'on est, de la tactique, on a toujours des idées, on pourrait se poser la question si justement il serait pas tenté de la jouer un peu plus défensive sur le poste notamment de Dembélé, même si on voit que Dembélé défend énormément depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que tu bétonnes pas un petit peu plus, tu rajoutes un milieu à la place de Rabiot et tu mets Rabiot, on va dire, en faux ailier droit. Ça peut être une question qui peut se poser, mais non, ça sera cette équipe-là, à moins qu'il y ait un pépin de dernière minute, une blessure, une maladie ou quoi que ce soit, ça devrait être cette équipe. Erwan, t'as envie de voir cette équipe-là, toi? Ouais, j'ai envie de voir cette équipe-là. Maintenant, ça va être dans l'animation offensive où je pense qu'il va falloir se réajuster. On l'a vu face à la Pologne, on en a été attendu sur les ailes, on a eu du mal à trouver la solution. Et la solution, elle est venue de l'axe. Pour moi, la solution, elle va venir encore une fois de l'axe. On sait que les Anglais ont des latéraux, on va le voir dans la compo, qui vont pouvoir matcher sur le duel physique, athlétique et de vitesse. Parce que pour l'instant, on a été très dominant avec Mbappé et Dembélé sur de la technique et de la vitesse. Là, ça risque d'avoir des match-ups plus compliqués. Par contre, dans l'axe, ils ont 2 tonneaux. Et il va falloir aller... si on n'est que dans le duel avec Giroud, ils vont être à 2 contre 1. C'est trop même profil, ça va être compliqué. Par contre, si on arrive à les prendre dans le dos, dans l'axe, là, ils vont avoir de grandes difficultés. Le déséquilibre des Anglais, il doit venir de là. Et les Français doivent, du coup, je pense, dans leur animation offensive, autour de Griezmann, et voir Dembélé et Mbappé, si on ne doit pas repiquer dans l'axe pour des appels. Avant d'aller sur l'animation, il y a aussi la question du côté psychologique. Si Didier Deschamps va sur un 11 pour densifier soit une nouvelle fois son milieu, soit ses ailes, drôle de message envoyé à son équipe, à l'entourage, etc. Moi, j'aime bien quand il y a quelque chose qui marche, de continuer, d'aller dans la continuité. Après, d'avoir 4 joueurs offensifs, parce que Griezmann reste un joueur offensif malgré tout, c'est contre l'ADN de Didier Deschamps. Donc voilà, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Regardons le 11 des Anglais, le 11 attendu, parce qu'il pourrait y avoir des surprises pour Southgate. Donc Pickford, bien sûr, gardien titulaire, Luke Shaw et Walker sur les côtés, on y reviendra. Maguire, Stones, bien sûr, les 2 grands costauds dans l'axe. Le milieu avec Rice, Henderson qui a fait son entrée dans le 11 titulaire en 8e de finale, Bellingham, bien sûr, et le trio d'attaque,
Foden, Kane, Saka, Foden aussi qui est devenu titulaire en cours de compétition. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Manu? Il devrait jouer à peu près dans le même système d'ailleurs que l'équipe de France. Alors, normalement, ça doit jouer comme ça. Ça a joué comme ça en 8e. Et quand tu regardes cette équipe, elle fait peur. Sur les côtés, Shaw Walker, c'est quand même assez fort. Latéraux de métier, quand même, c'est important de le préciser face à notre équipe de France qui ne dispose pas de tous ces atouts-là. Bellingham, Rice, honnêtement, c'est en termes de milieu, on disait 2018, on avait le meilleur milieu du monde. Ça commence un petit peu à y ressembler. Et Foden et Saka, moi, que j'ai trouvé exceptionnel, en tout cas sur cette Coupe du Monde. Et Kane dans ce rôle un petit peu nouveau, comme je disais, qui aime bien décrocher, alimenter sur les côtés. Non, honnêtement, c'est très très fort. Par contre, il y a une rumeur qui dit dans la presse anglaise depuis quelques jours que tu parlais de peur justement, que du côté de Southgate, on serait peut-être tenté de jouer avec une défense à 3, même voire à 5, c'est-à-dire avec Walker qui serait davantage, on va dire, dans un trio sur un défenseur central côté droit, et peut-être l'entrée de Trippier qui serait latéral droit. L'idée, bien évidemment, étant d'essayer de bloquer au maximum Kylian Mbappé, d'avoir des prises à deux, en tout cas sur le garçon. L'idée, elle peut être aussi sur le côté inverse, là où tu vas aller attaquer sur Jules Koundé. Moi, j'ai très très peur du duel Phil Foden, Jules Koundé, très clairement. Il va falloir voir comment cette équipe de France, justement, va s'adapter sur les côtés. Et l'impression qu'on a, à quelques jours du match, c'est que justement ce match va se jouer sur la maîtrise des côtés. Mais si on revient sur ton argument tout à l'heure sur Didier Deschamps, on rappellera que Southgate, s'il joue à 3 derrière, c'est un mauvais message là pour le coup qu'il envoie. Le message un petit peu de la peur. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, mais ça s'est pas très bien passé. On se rappelle que je crois que c'était en Ligue des Nations notamment, qu'ils avaient notamment perdu, je crois, contre l'Italie, contre la Hongrie, enfin contre plusieurs grosses écuries. Ils ont même pris quelques déculottés. Donc à voir, c'est l'énorme point d'interrogation de l'animation, en tout cas de qu'est-ce que va faire Southgate avec cette équipe d'Angleterre. T'inspires quoi, Erwan, toi, cette équipe? Ben moi, je rejoins Manu là-dessus. Saka, Foden, pour moi, ça va être. On va avoir des clients comme on n'a pas rencontré depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, le côté Koundé, ça va être compliqué face à Foden parce qu'on a encore une fois, on le sait qu'on n'a pas un latéral droit de métier. Et puis Saka, gaucher qui joue à droite, c'est toujours une galère pour un latéral. Et on sait que Théo Hernandez se projette beaucoup aussi. Et on a besoin que Théo Hernandez se projette beaucoup dans sa relation avec Mbappé. Il va falloir là quand même penser que derrière, il y a un mec comme Saka qui fait une super Coupe du Monde et qui va créer des problèmes que pour l'instant les Français ont toujours su contrôler parce qu'ils étaient plus vite, parce qu'ils étaient plus forts. Là, je ne sais pas si ça va être le cas. Donc attention à ça. Le grand point fort de toute façon, de cette équipe anglaise, c'est son côté gauche. Que ce soit Luke Shaw, vrai joueur de ballon, avec Bellingham qui est axe gauche dans ce milieu, avec Foden qu'on ne présente plus et Harry Kane qui est capable de décrocher. En fait, j'ai l'impression que la première clé tactique, au moins défensive, pour l'équipe de France, ça va être d'aider Jules Koundé, tout simplement. Quand je dis aider, c'est qu'il ne peut pas défendre contre tous ces mecs tout seul. Donc Ousmane Dembélé va être très important dans l'équilibre tactique de Didier Deschamps. En fait, on pourrait même retrouver. Et Griezmann, bien sûr. Et Griezmann, t'as raison. Et il y a aussi un garçon, Giroud, je trouve qu'il défend un petit peu moins depuis le début de cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'on avait vu en 2018. Attention, je dis pas qu'il n'est pas au combat, etc. On a plus la balle et on est plus haut en termes de pressing aussi. Exactement. Et on combine beaucoup plus. Beaucoup plus. Et c'est possible, peut-être sur ce match-là, à voir si tu vas avoir la possession ou pas, mais c'est possible peut-être de retrouver un Giroud un peu plus défensif, un petit peu plus, on va dire, dans le combat, pour permettre justement à Mbappé de rester aussi également en pointe et de ne pas défendre. Parce que le seul qui ne défend pas dans cette équipe, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. L'équipe est à son service. Donc ça va être intéressant à voir. Maintenant, après avoir vu les matchs de l'Angleterre, j'ai plus l'impression que l'Angleterre pourrait avoir la possession sur ce type de match, avec la grosse densité notamment qu'ils ont au milieu de terrain, et peut-être une équipe de France qui évoluerait peut-être un peu plus en contre, et à voir à la transition rapide comment on peut s'en occuper. Tu sais, contre le Sénégal, il y a notamment un truc, je l'avais dit pendant le match, le bloc de l'Angleterre jouait très très haut. Mais quand tu vois la vitesse notamment de Maguire, quand tu vois la vitesse de Dyer aussi... C'est suicidaire. C'est-à-dire que... Et de Stone aussi, oui, tu as raison. Pour le coup, si tu envoies des grands ballons dans leur dos, avec la vitesse de nos attaquants notamment, ça peut faire très mal. C'est la clé du match. Et c'est pour ça qu'il va falloir mettre la pression sur ces deux centraux-là. Et la pression, il va falloir la mettre pas qu'à un seul joueur. Que ce soit Mbappé ou Giroud, on peut pas, ça peut pas être l'un ou l'autre. Je crois que je te rejoins dans la transition. C'est un point très important, et mettre la pression à deux. Ça veut dire que si tu es dans le duel avec Giroud, derrière sur la profondeur, tu peux pas contrôler Mbappé. On sait qu'ils pourront pas le faire. Ou Dembélé. Il va falloir qu'à 3 devant, on puisse chaque fois être au moins en 2 contre 2 pour qu'on puisse leur causer un maximum de problèmes. Si on reste dans le duel, les deux face à Giroud sur des ballons de la tête,
on risque d'être perdant là-dessus. Par contre, leur mettre la pression à la fois dans les airs et dans le dos, là, ça va être un gros problème pour eux parce qu'on sait qu'ils pourront pas suivre tout le match là-dessus. Si je te suis, Erwan, dans ton esprit, Dembélé, c'est pas du tout le type de joueur qui va rentrer pour jouer en pivot, etc. Donc il sera sur son aile droite, il va coller sa ligne. Mbappé, sur le premier but en huitième de finale, sur le but de Giroud, il est en position de 9 à côté de Giroud, il décroche, il prend la balle, tac, petite passe en termes d'attaquant. Il n'était pas sur son aile gauche, on l'a vu beaucoup de fois aussi, bien sûr. Débordé et ses buts arrivent alors qu'il est plutôt en ailier gauche. Mais si je te suis, Erwan, t'aimerais que Giroud aille dans cette zone-là, que Mbappé soit plus proche de lui, donc ça donnera aussi, pourquoi pas, de l'espace pour Théo Hernandez, pour le voir déborder. On l'a très peu vu déborder, moins vu déborder sur ce huitième de finale. Ouais, c'est comme ça. Je sais traduire ta pensée. Non, mais tu traduis très bien. Google Trad, bravo. On pourrait d'ailleurs faire une OP avec eux. Mais bon, oui, la pression sur ces deux défenseurs centraux qui, pour moi, sont pas du tout compatibles ensemble. C'est pas le football moderne qu'on a. T'en as un, pourquoi pas. Maguire, on sait de toute façon qu'il est dans un trou noir depuis des années. À Manchester. Oui, à Manchester. Il est quand même bien mieux avec l'Angleterre. Moi, bien mieux avec l'Angleterre. Oui, mais on sait que les deux, il est bien mieux avec l'Angleterre. Les deux, pour moi, sont deux profils similaires, assez lents, forts dans les duels aériens, mais derrière, on peut leur causer beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que mettre la pression sur ces deux-là, et tu as raison, c'est pas à Dembélé évidemment de le faire, mais on sait que Kylian est capable de le faire. Et contre la Pologne, ça a été le cas. Bloqué clairement sur son aile gauche, il est revenu dans l'axe et on a trouvé la solution qui est passée par là. Et en Rabiot et Théo Hernandez, tu as deux gars qui sont capables de se projeter sur cette aile gauche et avaler les espaces. Tu as parlé de Kyle Walker vite fait, je vais vous poser la question. Si Kylian rentre un peu dans le centre du terrain plutôt que d'être sur son aile gauche, c'est peut-être aussi pour éviter ce duel qui est souvent allé à l'avantage du Citizen. Ce qu'on l'a vu faire face à la Pologne, où chaque fois il a pris de vitesse le cash. Ouais. Ben, en fait, je dis Rime en Ketango aussi. On va pas dire qu'ils auraient dû défendre à deux, exactement. Stallone, pas sûr que. Mais encore un grand costaud avec Stone et Maguire. Mais pas sûr que ce qu'on a vu faire, l'avantage qu'a eu Kylian Mbappé, même si techniquement il a été très juste, on l'a surtout vu dominé par de la vitesse face à la Pologne. Là, je pense que dans le duel de vitesse face à Walker, il n'aura pas cet avantage-là. Donc, il va peut-être falloir trouver d'autres solutions. Et c'est là que l'intelligence, le QI de Kylian va aussi faire la différence. Mais sur du bugne-à-bugne, vitesse, je pense pas que je pense qu'il risque d'y laisser de la gomme et de pas amener les choses qu'il a pu amener face à la Pologne. C'est un autre match, c'est encore une autre compétition qui commence, etc. Moi, j'ai vu un Kyle Walker sur son côté qui parfois a fait des tentatives de grand pont contre le Sénégal et qui parfois s'est fait prendre à la vitesse et parfois s'est fait prendre aussi à la vitesse lorsque son équipe avait pas le ballon. C'est pas Kyle Walker d'il y a 2 ans. On rappelle qu'il revient de blessure. C'est exactement et que ça peut avoir son importance. À voir ce que ça peut donner contre un Kylian Mbappé. Maintenant, j'ai l'impression qu'on focalise, que ce soit les médias britanniques ou français, on focalise sur ce duel en disant c'est de ce duel, ce match dans le match, on va dire que va ressurgir l'issue de cette rencontre. Moi, comme tu l'as dit, je pense que maintenant le foot c'est plus du 1 contre 1, c'est plus de la défense individuelle, c'est de la défense en zone où tu as des milieux qui vont venir compenser sur le côté pour aller aider des prises à deux, etc., etc. Et c'est en vrai tactiquement comment ça va se passer. Je n'imagine pas que Mbappé soit dans une situation, à moins que ça se passe sur une ou deux contre-attaques, mais dans un 1 contre 1 avec Kyle Walker, comme j'imagine pas que Phil Foden, enfin j'espère pas que Phil Foden soit en 1 contre 1 avec Koundé. Il va y avoir des jeux de compensation, des joueurs qui vont coulisser, des joueurs qui vont jouer peut-être un petit peu plus bas. Faudra voir. C'est pour ça que je te dis, on n'aura peut-être pas un match prolifique en but parce que tu vas peut-être avoir deux équipes qui vont déjà se contenter de bien défendre, de bien fermer les côtés avant, pourquoi pas, de réfléchir à comment on fait les transitions et comment on se porte vers l'avant. C'est intéressant que tu dis ça. Avant de parler de ce qu'on attend, la clé du match, peut-être la possession et tout, c'est que tu n'imagines pas un match avec beaucoup de buts. Moi, je te le dis très honnêtement. Moi, je vois un match avec beaucoup de buts. Moi aussi, j'imagine un match avec beaucoup de buts. Ouais. Regardons vite fait. C'est intéressant de voir ça. Les buteurs sur Winamax et aussi le nombre de buts qu'il y aura dans ce match-là, pour voir où est-ce que vous vous situez. Alors, côté anglais, évidemment, Harry Kane est à 3 et c'est le buteur attendu, sachant qu'il tire les pénaux. En plus, regardons ceux de l'équipe de France. Je crois que c'est 2,50 pour Kylian Mbappé, hein, forcément, et Giroud 3,50. Tom, est-ce que tu peux me mettre dans le même temps le nombre de buts, tu vois, plus d'un 1,5 but ou plus de 2,5 buts? Moi, j'ai l'impression que les attaquants et les milieux sont tous portés vers l'avant et que ça va donner du rythme. J'ai du mal à me projeter, Manu, sur un match fermé, sur un match
allez, je vais te dire presque terne en termes d'occasion. J'ai l'impression qu'il va y avoir un but assez rapidement et que on va être dans un match un peu foufou. Je pense bien sûr. Ça va délier les langues. Ça va délier tout à fait les langues. Qu'on va être sur un match un peu France-Argentine. Ben, moi, j'ai l'impression que Southgate, encore une fois, à voir s'il joue à 3 ou à 3 ou à 4 samedi et derrière, pardon. Mais moi, j'ai l'impression que Southgate, s'il se lance justement dans ce... Il faudra marquer un but de plus que l'adversaire. Face à cette équipe de France-là, j'ai l'impression que dans son esprit, il est perdant. Tu sais un petit peu oui, tu vois ce que je veux dire. T'as entièrement raison, mais à côté de ça, t'as une équipe avec que des super joueurs de foot qui vont développer des choses, tu vois. L'histoire te donne raison, puisque si tu regardes même leur match d'ouverture en Coupe du Monde, ils ont été sensationnels sur le volet offensif et défensivement, il y avait des trous, il y avait des errements et tu disais même, voyons, c'est un petit peu romantique comme manière de jouer, c'est toujours vers l'avant, vers l'avant, laissant des espaces. Il a l'équipe pour revoir le 11 de l'Angleterre, il a l'équipe pour avoir cette équipe-là et jouer un football, allez, un truc, j'exagère un peu, catenaccio, en tout cas, tu prends pas de risque. Quand t'as cette équipe de ballon, c'est plus compliqué. Ouais, mais t'es obligé de te projeter un petit peu, quoi, de vouloir jouer au foot. Et ce qu'on voit sur les derniers matchs de poule et sur le match face au Sénégal, c'est que cette équipe-là, naturellement, avec les joueurs qu'elle a, elle a envie d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça que même Thomas, ça va être un match prolifique. Oh. Mais si t'es capable de sucrer un milieu de terrain, alors que c'est une de tes grandes forces, pour rajouter un latéral en plus, on n'y est pas encore, tu vois. Mais si c'est vraiment le choix, en tout cas, de Southgate, mais t'as raison en fait. C'est à voir qu'est-ce qu'il va nous proposer comme composition d'équipe. Si tu as bien cet alignement à 4, tu peux dire ok, il est sûr de ses forces et il va y aller comme ça. Si par contre tu as vraiment une défense à 3, même voire à 5, pour avoir la position des latéraux, je me dis que ça sera peut-être un peu plus fermé. J'ai peut-être aussi le souvenir de cette équipe de France 2018 où, n'oublions jamais que contre l'Uruguay, contre la Belgique, tu fais aussi la différence sur coup de pied arrêté. Et sur des matchs qui sont assez fermés, tu vois. D'ailleurs, la cote à Varane, elle est à 20. Et la cote Griezmann, elle peut être intéressante aussi. Il a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde, il est à 4. Tu as commencé à parler du style du match, donc en termes de but peut-être, mais aussi sur la bataille de la possession. J'ai aussi du mal à savoir si la France va se positionner en tant que on va gagner cette bataille de la possession. On a vu les deux milieux de terrain. L'équipe d'Angleterre a un vrai bon milieu de terrain, technique, bon tactiquement, etc. Rice fait une très bonne Coupe du Monde. Anderson a même marqué. Il est intronisé dans le 5 majeur. Dans le 11 titulaire. Et Bellingham, on le présente plus. Donc j'ai beaucoup de mal à me projeter sur qui va gagner la bataille de la possession. Et est-ce que ça aura une influence sur le résultat? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression que cette équipe d'Angleterre, on l'a rarement vue sans le ballon. Et elle est plutôt en difficulté lorsqu'elle n'a pas le ballon. Et par contre, on sait que nous, l'équipe de France, on aime bien opérer en compte parce qu'on a ces rampes de lancement, que ce soit Griezmann, Dembélé, Giroud qui peut jouer en fixation, Mbappé qui peut être le finisseur fantastique, mais comme tu l'as dit, qui peut aussi se muer dans la construction, on l'a vu sur le but de Giroud. Donc j'aurais tendance à penser que notre équipe de France, elle est capable de faire bloc, elle est capable de se regrouper un petit peu et d'aller piquer justement en contre-attaque et à la transition. Maintenant, quelles sont les ambitions de Didier Deschamps? C'est là où tu vois que la France elle a aussi changé depuis il y a 4 ans et demi. Est-ce que quand tu mets Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, est-ce que tu te dis pas bah ouais, moi j'ai envie d'avoir le ballon, j'ai envie de faire le jeu, j'ai envie de fonctionner avec attaque placée? C'est un peu ce qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient là en 2018, mais cette équipe de France là pour moi c'est pas la même. Je la trouve beaucoup plus sympa et enthousiasmante à avoir joué. Maintenant, on sait que le but de tout ça, c'est de gagner. Donc, est-ce qu'ils vont pas revenir un petit peu à leurs vieux amours dans des matchs un peu de muerté comme ça? Parce que je reste aussi persuadé que si je vois un match ouvert, ça va être aussi un énorme match de tranchée au milieu du terrain. Maintenant, cette équipe de France-là, moi, je crois que naturellement, elle a envie de jouer au ballon bien plus qu'en 2018. Est-ce que cette équipe est capable de gagner comme en 2018, c'est-à-dire à être d'une solidité extraordinaire? Je ne crois pas. Il y a une Ligue des Nations qu'on a gagné, une autre qu'on a perdue, mais toujours avec cette envie d'aller vers l'avant. Moi, je crois que quand je vois notre quatuor en attaque, même au milieu, quand Rabiot rayonne, et il y a cette envie de se projeter vers l'avant, et je crois que c'est l'ADN aujourd'hui de cette équipe-là, mais aussi avec le vécu de se dire qu'on est champion du monde et qu'on est moins dans l'attentisme. Après, on l'a pas vu dans des matchs à la muerte, parce que tu me diras, l'Euro 2021, bon, tu te fais sortir par les Suisses dans un scénario où tu as l'impression que tu rejoues le match 10 fois, tu le gagnerais 9 fois. Et là, en effet, je suis d'accord avec toi, sur les matchs de poule, sur ce match contre la Pologne, il y a ces intentions-là. Maintenant, quand tu vas revenir dans le dur, dans le gros match serré qui se joue à des détails, est-ce que tu vas pas être tenté justement d'aller renouer un petit peu avec l'ADN qui a fait que tu as gagné? Ça, on aura une réponse que samedi. Ça, c'est vrai. C'est la première réponse dans cette Coupe du Monde. On a Dembélé dans ce 11-là, on n'a plus Matuidi, on a plus... Mais qui sait défendre Dembélé, tu vois, c'est pas le Dembélé. Il fait les efforts défensifs, mais c'est pas Matuidi. Et du coup, offensivement, pour moi, tu as quand même... Je vois des gens qui ont envie de combiner ensemble. Donc ça m'intéresse. Tu parles de Giroud qui défend moins, c'est parce qu'aussi il est plus concerné par un travail offensif parce qu'il a plus de choses à faire.
Mais face à plus d'adversité, moi, si tu veux, il y a une vraie question qui m'intéresse autour de ce match. On s'est posé la question du milieu. Tom, t'en as beaucoup parlé dans la preview. Tu dis on peut pas être champion du monde avec ce milieu-là. Quelque part, on n'a pas remis le sujet sur la table parce qu'il n'y a pas eu une grosse. Parce qu'il n'y a pas eu une grosse opposition. Ce qui est sûr, c'est que mes grands doutes sur l'expérience des joueurs, Tchouaméni, Upamecano, bien sûr, Konaté, parce qu'on ne savait pas si Varane allait jouer, sur l'expérience, sur le vécu des grandes compétitions, ont été balayés sur ces 4 premiers matchs. Voilà, maintenant j'ai des certitudes. C'est pas pour autant qu'ils vont pas se foirer dans les grands moments, parce que les grands moments, c'est maintenant. Donc, ce que je n'imaginais pas non plus, c'est que Griezmann joue 8. Ça, c'était dur de se projeter. Et ça t'amène quand même un mec qui est au courage, qui, en termes de leadership et techniquement, t'apporte beaucoup de certitude. Voilà, on verra maintenant s'ils sont capables, dans un grand match, de résister. C'est bien de parler de ça, parce que l'équipe de France, si elle va aller au bout, il va falloir être impériaux dans les temps faibles. Et quand je dis temps faible, c'est les 20 minutes contre la Pologne. On prend pas l'eau, mais il y a cette grande occasion avant qu'on aille marquer le but avant la mi-temps. Ça, c'est une gestion réussie des temps faibles. Parce qu'il y a une énorme occasion. Et tu prends pas le but. Tu prends pas le but. Tu prends pas le but, t'as raison. J'aimerais quand même qu'on fasse pas ce qu'on a fait face aux Polonais, de les laisser arriver à 40 mètres, ballonner tranquille. Oui, je sais. Mais ça va arriver. Vous verrez, il y aura des temps faibles. Il y aura un temps faible. Il y a temps faible et temps faible. Je veux dire, mais un temps faible, c'est qu'à un moment donné, t'es là, tu protèges ta ligne. Moi, j'étais très curieux de voir Tchouaméni coller à ces deux centraux et laisser les Polonais arriver à 40 mètres des buts français comme ça. Et après, se mettre à défendre à ce moment-là. Après, j'espère qu'on c'est une vraie tactique. Aurélien Tchouaméni est un joueur exceptionnel, techniquement est capable de se projeter lui aussi. Le rôle donné par Deschamps, il est clair. Tu joues 6, t'es la sentinelle, tu restes proche de tes 2 centraux. Ton but, c'est d'intercepter des ballons, de mettre de la densité dans ce milieu de terrain, d'être d'une sobriété à toute épreuve. On l'a vu mettre une frappe contre la Pologne, c'est la première fois qu'on le voyait un peu vers l'avant. Mais c'est parce que c'est clairement une demande du chef. Donc voilà, pour l'instant, on n'a jamais été emballé par ces matchs, mais parce qu'on lui demande d'être sobre, efficace et intelligent, mais intelligent tactiquement. Comme ce qu'on demande bien sûr sur l'animation aussi sur les côtés. C'est là, je te dis, où mine de rien, il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées sur ce plateau depuis le début de la Coupe du Monde. On a l'impression d'avoir eu des réponses avec les matchs. Tu le disais, ce milieu inexpérimenté te fait moins peur. Moi, cette liste sur laquelle j'avais des doutes, et on en avait parlé après le match de la Tunisie, je me dis finalement, c'est vrai que ça peut avoir du sens, t'es très défensif, Koundé à droite, c'est peut-être pas si... à partir du moment où il n'y a pas de blessés, plus de blessés, c'est ça. Mais là, en fait, je me dis que tous ces sujets, ils peuvent ressortir si jamais ça se passe un peu moins bien contre l'Angleterre. Donc c'est ça qui est excitant aussi avec ce match. C'est maintenant que tu vas juger. Voilà. Ça marche pour toutes les équipes de ces quarts de finale. Le Brésil, d'ailleurs le Brésil, la France, on va mettre l'Argentine de côté parce qu'ils se sont fait très peur avec cette première défaite contre l'Arabie Saoudite. Je mets l'Angleterre aussi dans le lot. C'est maintenant qu'on va juger leur Coupe du Monde. C'est le Portugal, pareil. C'est maintenant. Si tu domines tes 4 premiers matchs et que tu te fais sortir, quelle que soit la manière, parce qu'on aime bien parler de la manière, mais toutes ces équipes-là, elles se vont en demi, voire en finale. Donc tu te fais sortir maintenant au tir au but, qu'est-ce qu'on dit derrière ? Il y aura plus de déçus que de... J'ai l'impression que c'est le but d'une compétition, en effet. J'ai l'impression. Regardons vite fait les cotes, du coup, puisque vous allez voir qu'elles sont très hautes sur Winamax, et qu'en fait, les bookmakers sont plutôt indécis. L'équipe de France est cotée à 2,40. Elle est favori d'ailleurs de ce match-là. Alors quand je dis 2,40, c'est sur les 90 premières minutes, parce que si on regarde ensuite les qualifs, eh bien ça baisse un peu. C'est 1,70 la qualif de la France. Moi, je préfère jouer les qualifs. Vous avez vu les derniers matchs, quand ça va au bout des 120 minutes, vaut mieux avoir joué la qualif. Le match nul, par contre, est à 3,30 si au bout des 90 dernières minutes, des 90 minutes. L'Angleterre, 3,15, qualif 2,10. Messieurs, est-ce que ça vous semble normal tout ça? Bien sûr, je sais que vous avez joué la France, donc pas besoin de faire un prono. En fait, ça dépend. Le cœur, ça dépend, le cœur te fait jouer français. Si t'es juste parieur, tu fais fi du sport. Ça existe, il y en a beaucoup des mecs comme ça qui regardent le sport, mais sont avant tout plus des betteurs que des amoureux du sport. Si on se dit que le match est 50-50, comme on s'est dit, c'est assez ouvert. Tu prends sur la cote 3,15 ou 2,40 ou la cote qualif 2,10 ou 1,70. Si t'es joueur, tu joues la cote et tu vas jouer plus l'Angleterre. T'as peut-être quelque part plus à gagner à aller jouer l'Angleterre. Non, si tu es vraiment comme ça, tu joues match nul 3,30 et qualif de la France 1,70. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Carrément. Est-ce que ça va avec l'idée que ça va être un match plein de buts et tout? Tu vois, ça, je sais pas. Tu vois, ce my match. Alors moi, je vous le dis, j'ai déjà. Le my match, il est chambé. Je viens de le voir. Moi, j'ai déjà parié sur ce match avec l'équipe. Là, on a réfléchi et j'ai déjà parié. Je suis pas à l'abri non plus de remettre un petit peu avant le match, parce que dans les grands moments, vous connaissez, on devient un peu fou. Ce my match, moi, c'est exactement l'idée que je me fais de cette rencontre. Ouais. Non seulement l'équipe de France va passer, je croise les doigts. Dans ce délire de match ouvert, les deux équipes vont marquer. Et Mbappé, s'il y a des buts, c'est un match ouvert. Je ne vois pas comment Kylian Mbappé ne pourrait pas marquer.
6,25, c'est pas mal la cote. Ouais, pas mal. Enfin, Ouais, pas mal. cote à Celle-là, je vais pas te 6,25. mentir, Mais t'as raison, c'est ma grosse cote. je te rejoins sur le scénario. C'est je pense le scénario qu'on voit à peu près tous. Tu vois pas une victoire de l'équipe de France 1-0 par exemple. Enfin, que les deux équipes marquent, ça j'y crois à fond parce qu'il y a des largesses des deux côtés. Et bon, la France, oui, parce qu'on est français. Et Mbappé, si la France marque, normalement Mbappé doit marquer. Très bien. Messieurs, pour terminer sur ce France-Angleterre, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez peur à quelques jours de ce match? Bah, comme un match à élimination directe, parce que cette Coupe du Monde, malgré tout ce qu'on a pu dire avant, finalement on vit une belle Coupe du Monde, on est à fond dedans, nos Français sont clairement en lice pour faire un doublé qui serait historique. On rappelle que ça n'a pas été fait depuis 62-66, Ouais, c'était le Brésil. Brésil. Depuis, il n'y a pas eu de... Non, c'est ça seulement? Ouais. Oui, c'est les seuls. Et c'était l'Italie avant. T'avais l'Italie avant. mais voilà, d'accord, donc, l'Italie avant. ça n'a pas été fait Mais bon, depuis... attends, 58-62, je dis n'importe quoi. 58-62, donc Chili, Suède, le Brésil, Oui, c'est de ça, Pelé. c'est ça. Donc on est en lice aussi pour faire que... Donc voilà, moi je suis à fond dedans, donc oui, j'ai cette petite boule au ventre, et je vais vivre un match catastrophique, hein. Du début à la fin avec... En plus, c'est le dernier quart de finale, voilà. donc il y a... Tu sais, on aura déjà le... Chaque fois que l'Angleterre va passer la ligne médiane, je vais être en tension. Voilà, mais c'est les matchs de Coupe du Monde et les grands matchs qu'on aime de l'équipe de France. Non mais tu sais en fait le truc c'est que moi j'ai vraiment peur que ça s'arrête là parce que t'attends depuis 4 ans la Coupe du Monde et comme on l'a dit la dernière fois, on s'embourgeoise pas parce qu'on connaît l'histoire, mais on a pris de bonnes habitudes aussi, tu vois. 2018, on est allé au bout, on a tapé tout le monde. Ça passe par la Belgique, tu vois, avec des gros matchs, l'Argentine, même l'Uruguay et tout, etc. Donc en fait, quelque part, tu aurais cet automatisme que c'est presque indu de passer au moins en demi-finale. Mais le match contre la Suisse à l'Euro, t'as rappelé que, à un moment donné, t'as beau avoir des certitudes, etc., ça peut s'arrêter là et c'est un peu plus compliqué, tu vois. Donc c'est là où moi j'ai vraiment peur et surtout ce qui me fait peur, c'est le statut de favori de l'équipe de France parce que c'est retirer le statut de favori à l'Angleterre et on sait que c'est ça qui peut, et ça rejoint ce que tu disais au tout début de l'émission, l'Angleterre favori c'est là que caca culotte. La France favori, ça me dérange un petit peu plus. Ouais. Et on est toujours meilleur dans la position d'outsider. Bah oui. On connaît hein, le French flair. C'est le moment de sortir toutes les expressions de rugby de toute façon. Avant de se terminer... Prêt pour ce crunch. Le groupe est pénétrant. Avant de se terminer sur ce truc, on voit Tom, bien sûr, hein, vous le savez, que le maillot de l'équipe de France est l'un des plus beaux, mais celui de l'Angleterre pas mal aussi, ouais. alors extérieur. On verra, a priori, on jouera en bleu, blanc, rouge, j'espère, et l'équipe d'Angleterre en blanc. Mais alors, le maillot extérieur, d'après moi, c'est le plus beau maillot de toute la Coupe du Monde. Oui. Il est Il est extraordinaire. extraordinaire. Après le bleu de l'Espagne hier. Oh la vache. Oh, la honte. Je crois que c'était City. Ouais, Je crois que c'était City, mon gars. Petit stade, hein. J'ai pas compris. Ouais. Non, mais Il tu était vois. horrible. J'ai pas Ouais, compris écoute, le tant maillot, pis. Si vous voulez retrouver tous celui-là. les maillots, comme toujours, on vous met le lien en description. Les maillots de la Coupe du Monde, le maillot de l'équipe de France, bien sûr, en blanc ou en bleu, en espérant que Kylian embrasse les cuissons à la fin comme ça et qu'on se qualifie. Hein, parce Et hop, de que ça toute colle une 3e étoile, tu sais. Ah ouais, tellement comme un timbre là, hop, un vieux truc comme ça. Bon voilà, samedi 20h pour ce France-Angleterre, on sera en direct à 22h si ça s'arrête là ou juste après la prolongation ou les tirs au but si ça va si loin et si on va si loin, pas sûr qu'on soit en capacité de prendre l'antenne hein, vu le stress que ce sera. Mais voilà, on va souhaiter un maximum de force à tous les supporters qui sont du côté du Qatar et à tous nos joueurs de l'équipe de France, au staff entier pour aller chercher cette qualification en demi-finale. Ça va être bien les gars. Ouais, attention monte, tout va bien. Ouais. C'est clair. Allez, on se retrouve. Et vive le fair play, évidemment. Ah, Là, il n'existe pas. On se retrouve demain pour une autre vidéo pour faire les previews des 3 autres quarts de finale. On vous donnera aussi donc les tactiques et nos sens du pari sur ces rencontres. Merci à tous. On vous embrasse. Ciao. Une très bonne preview. Bravo les gars. Ah, c'était cool. Et énergie.